Merci de votre confiance renouvelée à DBS Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de SOS Parents. Les résultats du BEPC session 2020 ont entraîné une vague de suicides. 2 adolescents se sont donné la mort dans la ville de Douala après avoir appris qu'ils avaient raté leur examen. Des drames qui rappellent à quel point l'échec scolaire peut être lourd de conséquences. Comment en est-on arrivé là? Quand on sait tout de même que l'échec scolaire mène rarement au suicide. Ce sera en première partie de cette édition. Et puis notre rubrique mots d'enfant est également au menu. Et vers la fin, nous prendrons le cri de cœur d'un parent désespéré face à l'attitude de ses enfants qui se chamaillent sans cesse. Voilà dérouler la vitrine de cette nouvelle édition. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. C'est une citation de Nelson Mandela. Mesdames, Messieurs, vous faites bien d'honorer à ce rendez-vous tous les mercredis à 21 h sur cette antenne. Ce soir, nous nous intéressons à une problématique singulière. Quand l'échec scolaire mène au suicide, des interrogations fusent. Et pour en parler, nous recevons Monsieur Ange-Rome Jazette. Bonsoir, Monsieur Ange-Rome. Bonsoir, Madame, et bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de notre chaîne de télévision, la DBS TV. Vous allez bien? Merci, ça va tout doucement. Je rappelle que vous êtes inspecteur des affaires sociales. Monsieur Jazette, c'est assez choquant. L'école doit être un tremplin vers la vie et non vers la mort. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ces enfants arrivent à de telles extrémités? Eh bien, vous me permettrez déjà de m'incliner devant la mémoire de ces jeunes Camerounais, ces braves Camerounais, ce fer de lance de la nation qui sont malheureusement morts du fait du suicide. Vous me permettrez également d'adresser toute ma consternation et toutes mes condoléances aux familles si durement éprouvées. Vous me permettrez enfin de dire à ceux qui n'ont pas pu avoir leur examen que échouer à un examen n'est pas la fin du monde et justement parfois l'échec prépare une réussite plus fracassante et plus importante. Alors, qu'est-ce qui peut amener un enfant à s'arracher la vie ou à quitter ce monde, à se suicider, puisqu'il faut appeler le mal par son nom? Alors, les causes sont énormes. Les causes sont énormes parce que il faut déjà comprendre qu'un enfant qui se suicide, ce n'est pas seulement l'échec scolaire qui l'amène à se suicider. Il a souvent pensé au suicide face à certains événements de la vie. Il a souvent pensé au suicide face à certaines attitudes. Il a souvent vu les attitudes suicidaires de quelqu'un et c'est au fil du temps qu'il cultive l'action en lui. Il a même souvent tenté, ils ont souvent tenté, soit à travers ci, à travers ça, et finalement, lorsque l'échec scolaire vient, ça devient la goutte d'eau qui déborde le vase et l'enfant se dit, trop c'est trop, je me livre à l'autre monde, je quitte la terre. Donc voilà, les causes sont donc énormes. Il y a des causes endogènes, il y a des causes exogènes. En termes de causes exogènes, par exemple, nous avons la famille qui ne prépare pas suffisamment leurs enfants à pouvoir supporter, à accepter, à faire corps avec l'échec, à comprendre que l'échec, parfois même, on dit pour mieux sauter ou mieux sauter, il faut se reculer. C'est-à-dire que l'échec doit être pas accepté, pas pris comme quelque chose de bienvenu, mais doit être considéré comme quelque chose qui peut arriver dans notre vie et tout échec doit être accepté. Donc il y a la famille, de l'autre côté il y a la société avec les émissions télévisées, avec les technologies de l'information et de la communication, notamment les téléphones, les WhatsApp, les Facebook et autres. Et autre cause exogène, c'est les mauvaises compagnies. La mauvaise compagnie. Maintenant, les causes endogènes, si vous permettez, nous avons par exemple les promesses que les parents tiennent aux enfants. Tu réussis à ton BPC, tu réussis à ton baccalauréat, je vais t'amener en France, je vais t'envoyer à Paris, je vais t'envoyer aux États-Unis. Si tu réussis, tu vas faire ci, je vais t'envoyer chercher telle marque de téléphone. Il y a ces promesses parce que l'enfant mûrit, l'enfant médite, l'enfant voit lui avoir, il réfléchit en lui et trouve qu'il n'aura pas ce qu'on lui a promis. Du coup, il se trouve dans double déception. Il se voit en face de double échec. L'échec
de ne pas pouvoir déjà obtenir ce qu'on lui a proposé et surtout l'échec de n'avoir pas pu obtenir son examen scolaire auquel ont parvenu ses amis. Au fil du temps, on va le dérouler. Oui, monsieur Jazet, on revient à vous tout à l'heure. Le temps pour nous de recevoir Colin Bekatal. Il est également avec nous. Bonsoir, Colin. Bonsoir, Adi. Vous allez bien ce soir? Oui, très bien, merci. Vous avez fait une immersion au domicile de la jeune fille de 16 ans qui s'est suicidée dans la ville de Douala. C'est un élément que nous vous invitons à suivre tout de suite. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Plus que les paroles d'un chant que fredonnent les petits du primaire, c'est une vérité douloureuse, établie, difficile à démonter. C'est une logique qui s'applique aussi bien aux apprenants du cycle secondaire. Mais des larmes dont il est question dans l'esprit de cet avertissement devraient pourtant être celles des enfants et non celles des parents. Plus que les élèves, les parents aujourd'hui sont transis de peur à l'approche des délibérations. Ce qu'ils ont à perdre, c'est un enfant qui supporte au moins un échec à un examen scolaire. Alors que l'on est juste rendu qu'au résultat du brevet d'études du premier cycle au Cameroun, la seule session de 2020 aura déjà produit plusieurs cas de suicide chez les jeunes, laissant sans voix leurs parents. Douala en a enregistré 2 au moins, dont un à Oyak, un quartier populaire du 3e arrondissement. Le sort s'est abattu sur cette maisonnée. De l'extérieur, l'atmosphère est glaciale. À l'intérieur, la famille est rassemblée, les visages assombris tant un enfant manque à l'appel. Brenda, âgée de 16 ans seulement, a quitté les siens sans crier gare. C'est contre toute attente que son papa a entendu sonner le glas contre sa fille. Madame m'appelle et me dit, Brenda est dans le coma. Je dis, ah, il y a quoi? Elle me dit qu'on lui a seulement appelé que Brenda est dans le coma. Je dis, ok, avance, le temps pour moi de finir et je vous rejoins. Le pire n'a pu être évité. On lui demande l'enfant après quoi? Elle dit qu'elle ne sait pas puisqu'elle n'était pas à la maison. La voisine également, qui était avec l'enfant, on lui demande, l'enfant a pris quelque chose, elle dit qu'elle ne sait pas. Tout ce qu'elle a vu, c'est que Brenda est sortie d'ici, entrée chez elle et a demandé l'eau et en plus l'huile rouge. Et moi, quittant le travail pour pouvoir les rejoindre, elle m'appelle, elle me dit qu'elles sont à la cantine. Au moment où je me déployais pour donc aller, elle me rappelle pour me dire Brenda est partie. La défunte est pourtant ici décrite par les siens comme une fille ordinaire ou plutôt exemplaire et qui savait se confier. Moi, je reconnais en Brenda un enfant serviable, obéissante, pas gesticulante. Brenda était très calme. Quand quelque chose n'allait pas, elle appelait sa maman. Elle disait à sa maman, voilà ce que j'ai, et sa maman lui donnait le conseil. Sur le fait, Brenda ne laissait entrevoir aucune tendance suicidaire. Il reste cependant vrai selon son géniteur qu'elle était hantée par l'idée de rater une seconde fois son diplôme. Après l'examen, sachant que c'est la 2e fois, elle était déjà en seconde et qu'elle avait la pression, sachant que ses autres collègues, camarades, ont déjà eu la BPC, qui sont avec elle en seconde, et que celles qui sont restées en 3e doivent aussi aller en seconde ayant peut-être la BPC. Elle avait cette pression. Voilà qui pourrait expliquer la volonté de ses parents d'ériger des remparts contre le pire. Mardi, quand les résultats sortaient, j'ai pris la peine de suivre les résultats à la radio pour être le premier à avoir les résultats de ma fille, pour savoir si c'est bon ou c'est mauvais et savoir comment s'en prendre. Sa maman est passée mardi également sans toutefois lui dire au lycée pour voir si ses résultats étaient déjà sortis afin de venir lui faire la surprise. Mais hélas.
Bien couverte aux siens, la tragédie a échappé à la vigilance des parents bienveillants de Brenda, qui pourtant avaient quelque temps plus tôt insisté auprès d'elle sur la valeur d'un regard équilibré sur la réussite. C'est pour ça qu'on lui faisait savoir que la vie ne se réussit pas seulement avec les diplômes. Parce qu'il y a ceux qui ont des licences, qui font le bensikin, qui sont dans le gardiennage, qui sont au marché. Il suffit d'apprendre un métier et de l'aimer pour faire sa vie. La pression a été insupportable pour cette élève du lycée de Yac. Mais quelle en était la source si elle ne venait pas des parents? Du regard des autres peut-être, de la pression de la communauté éducative, ou alors d'une évaluation de soi par rapport aux camarades apparemment moins intelligents qu'elle et qui auraient réussi. Toujours faut-il se rappeler que l'examen c'est aussi la vie que l'on ne maîtrise pas de bout en bout. Quoi qu'il en soit, pour avoir perdu sa fille, M. Shadrack exhorte à un suivi minutieux des enfants dans les établissements scolaires. Nos enfants, nous devons avoir beaucoup d'attention. Parce que même les établissements où fréquentent nos enfants, c'est pas facile. Les élèves que côtoient nos enfants n'est pas facile. Le milieu scolaire n'est pas facile. Et comme pour une parole d'un vieux sage, le diplôme ne vaut pas la vie. Quand on échoue à un examen, ce n'est pas la vie en soi, ce n'est pas la fin de la vie. On reprend. Parce que nous-mêmes là, qui sommes les parents, nous avons échoué plusieurs fois et nous ne sommes pas donné la mort. Et voilà qu'on les a accouchés. Donc il faudrait qu'ils suivent le canevas que nous-mêmes nous avons eu à prendre. La pilule est déjà difficile à avaler. Que soit croiser les doigts pour que les prochains résultats ne fassent pas couler les larmes, surtout celles des familles entières. C'est un reportage assez émouvant. Colombi Ketal, c'est une famille éplorée que vous avez rencontrée. Quelle est l'ambiance que vous avez pu capter dans cette maisonnée hors caméra? Eh bien, je l'ai relevé, c'était froid, comme pour la plupart des maisons de deuil. Les gens étaient consternés, les gens étaient débités, les gens étaient dépassés, voyez-vous. La dame que vous voyez n'était pas la maman de la fille. La maman de la fille, pourtant, était juste d'à côté, mais elle était si éprouvée qu'elle nous a dit qu'elle n'est pas en mesure de s'exprimer et qu'elle ne voudrait même pas apparaître, n'est-ce pas, nos images. Pas qu'elle soit une femme difficile, mais à la circonstance, il fallait bien la comprendre. Il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de patience aussi pour que, n'est-ce pas, le père qui s'est exprimé puisse aligner ces mots que nous avons suivis. C'était difficile, c'était froid, voilà, c'était une épreuve des personnes âgées ou tout petits que nous y avons trouvé. C'est un membre sans doute très important de cette famille qui manquait. Et il va de soi qu'il fallait beaucoup de force pour pouvoir gérer la situation. Colombi Ketal, au-delà de la famille, vous avez certainement pu capter d'autres impressions. Quelle est l'analyse que vous faites en tant que reporter de la situation? Effectivement, puisque la question fait couler encre et salive, on en parle de part et d'autre. Et puis j'ai prêté une oreille attentive et j'ai entendu des gens dire bon voilà, je ne comprends pas comment seulement pour le BEPC un enfant va se suicider. Moi personnellement, je suis un peu désolé de l'entendre. Le suicide n'est pas quelque chose de bien. On a souvent entendu dire que c'est des lâches qui se suicident. C'est vrai, parce que je ne me suis jamais suicidé, je ne peux pas savoir comment est-ce que ça se passe dans la tête de quelqu'un qui veut le faire. Je pense qu'il faut beaucoup de courage pour prendre des dispositions de se supprimer la vie. Si on revient sur le fait, les gens estiment que le BEPC n'est pas quelque chose d'aussi important qui pousse un enfant à mettre un terme à sa vie. Je pense qu'ils n'ont rien compris. Parce qu'on ne se suicide pas par rapport à la valeur de la chose perdue, mais c'est simplement parce que chaque personne, c'est à chacun de définir son idéal de valeur. C'est pas comme si on pouvait donner du tort à celui qui s'est suicidé parce qu'il a raté le bac de toutes les façons. Il faut être empathique. Il faut savoir se mettre à la place d'autres personnes. Voyez-vous, c'est pas sage de très rapidement jeter
l'anathème sur des personnes qui souffrent. La personne qui se suicide, c'est une expression de déception, une expression d'une profonde souffrance. Bon, elle n'est peut-être pas assez préparée, on le verra sans doute au long de l'émission, pour pouvoir gérer au point où elle pense que le dernier recours, c'est le suicide. Bien que ce ne soit pas quelque chose à encourager, je ne pense pas que ceux qui pensent qu'on ne se suicide pas seulement, d'après le BEPC, n'ont pas raison. Pas qu'il n'ait pas raison de condamner le suicide, mais de croire que la chose n'est pas assez grande pour pouvoir choquer, pour pouvoir éprouver, pour pouvoir amener quelqu'un, n'est-ce pas, à sentir une douleur qui, en ce qui les concerne, soit insupportable. Colin Bekatalo, restez avec nous. Nous allons faire l'émission ensemble jusqu'à la fin. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps de me retourner vers Monsieur Jazet. Monsieur Jazet, on a suivi les témoignages tout à l'heure. C'était une adolescente studieuse, calme, pas agitée. Ça dit que tout n'est pas à mettre au compte de l'échec scolaire. Justement, comme je vous l'ai dit, parvenir à un acte suicidaire est le résultat d'une accumulation des déceptions, de stress, de traumatisme, même d'anxiété. Toutes ces accumulations qui parviennent un jour à conduire l'échec scolaire à être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et comme je l'ai sitôt dit aussi, de temps à autre, la personne a eu à penser au suicide. De temps à autre, la personne a eu à admirer ou à contempler les actions suicidaires, que ce soit à la télévision, que ce soit dans le téléphone et autres. Alors, aujourd'hui, là où je mets le doigt, c'est sur la forme de la communication. J'admire le courage avec lequel le papa a parlé et a prodigué des conseils à la jeunesse, a prodigué des conseils à d'autres familles. J'admire même le fait que la décédée, la défunte, appartient à une famille équilibrée, parce qu'on aurait cru que l'enfant qui se suicide vient d'une famille soit monoparentale, soit est orphelin de père et de mère, soit n'est pas du tout de souche familiale connue, mais elle appartient à une famille équilibrée. Le père est vivant, la mère est vivante, le père est vivant, la maman est vivante, et ils sont tous là. Alors, le père dit même l'avoir souvent préparé. Maintenant, il y a une question. Je voudrais pas accuser, mais je voudrais compléter. C'est bien si le papa l'a préparé. J'interpelle d'autres familles à souvent préparer leurs enfants à accepter l'échec, mais j'interroge plus la forme de préparation, parce que beaucoup de nos enfants aujourd'hui sont laissés aux substituts parentaux. Les substituts parentaux, c'est par exemple les répétiteurs, c'est les pasteurs, c'est les prêtres, c'est les enseignants, c'est la famille, la communication interparents, parents-enfants, j'allais dire, la communication parents-enfants n'est plus si étoffée, elle n'est plus si équipée, elle n'est même plus régulière, elle n'est plus permanente, parce que le souci de la recherche du gain, de la recherche du pain du quotidien fait que les parents ne soient plus trop constants au milieu des enfants. Vous verrez par exemple, constamment pour nos jeunes filles qui parviennent à atteindre leur période menstruelle, c'est généralement entre les enfants que ça se gère, entre elles et les camarades que ça se gère. Vous pouvez faire vos sports, vous comprendrez bien que beaucoup de filles ont géré leurs premières apparitions menstruelles entre camarades de classe parce que la maman n'avait pas pu avoir du courage. Bon, certaines mamans n'ont pas de courage ou n'ont pas l'opportunité d'en parler avec leurs enfants. Tout à côté, il y a qu'elle a 16 ans. Elle gère à côté la crise d'adolescence. Elle gère à côté la crise de la puberté. Elle gère à côté le premier échec, l'échec du premier BP. C'est parce que le papa dit qu'elle est en seconde fois de composer, de présenter cet examen. Il y avait donc question de la préparer suffisamment à pouvoir comprendre que tu peux réussir comme tu peux échouer. Dans la vie, il y a deux possibilités. Que ce soit l'échec ou la réussite, ta vie continuera. Rien ne va diminuer sur ta beauté, rien ne va réduire sur tes opportunités, rien ne va empêcher à ton destin pour que tu sois ce que tu devrais être dans ta vie. Donc, Monsieur Jazet, tout de même, les parents, dans ce genre de mort assez traumatique, les parents sont toujours mis sur le banc des accusés. Là, on ne peut pas totalement dire, voilà, les parents, ils sont tout de suite mis sur le banc des accusés. Comment s'y prendre pour ne pas raviver leurs blessures? Les parents, s'ils ont tout donné, ils ont tout donné, personne ne doit leur en vouloir. Et il y a même des enfants qui pensent qu'en se supprimant la vie, ils font du mal à leurs parents. Il faut que je vous dise, parce que j'ai eu à interroger quelques enfants, et ils disent, ben, si je meurs là, papa va beaucoup pleurer, bon, ma maman va beaucoup... Non, il faut que l'enfant comprenne d'abord que sa vie lui appartient. Vous savez, on peut enseigner un enfant, mais on ne viendra jamais guider, commander son cœur.
Ce ne sera pas possible de commander son cœur. Vous voyez, quand ils sont entre eux, les enfants, on ne sait pas ce qu'ils se disent. Quand ils visionnent, par exemple, un film de violence, un film d'horreur, vous n'êtes pas avec lui pour conclure, pour l'orienter, canaliser ses dernières pensées après avoir vu un film d'horreur, un film d'action, un film obscène même. Après avoir lu un message de son téléphone ou du téléphone de son camarade, bref, dans les réseaux sociaux. Le parent ne doit pas s'en vouloir s'il a donné tout ce qu'il avait à donner. Mais le parent qui peut aménager ses possibilités, c'est celui qui est régulièrement occupé. On doit avoir du temps pour causer avec les enfants. On doit faire des enfants nos confidents. On doit causer avec, on doit les vider. On doit les comprendre et on doit de temps à autre même se soumettre, c'est-à-dire se rabaisser au rang des enfants, devenir leurs amis pour mieux les comprendre, les amener aussi à se comprendre, avoir une estime de soi, une bonne estime de soi. Quand ils se comprennent mieux, quand l'enfant sait qui il est, il connaît les attentes de ses parents, il connaît les attentes de la société vis-à-vis de lui, je vous assure, un échec ne le conduira pas obligatoirement au suicide parce qu'il sait qu'avec ou sans BPC, il reste cet enfant choyé de son parent qui sera toujours quelqu'un quelque part un jour. Colin Bekatal, on a suivi le père de la jeune fille tout à l'heure qui appelait les autres parents à plus d'attention en pointant le milieu scolaire, l'environnement. Est-ce que ces facteurs auraient pu catalyser la décision de cet enfant? Donc c'est possible. Nous sommes dans un contexte, dans une société où, n'est-ce pas, la compétition qui est construite sur les socles de la compétition, voyez-vous, entre des élèves. Voilà, c'est l'un qui dit que je suis premier, et puis on a aussi des enseignants qui ne se soucient pas tant de la constitution affective de certains enfants. Et voir des élèves, ce sont des insultes et ainsi de suite. Et dans le cas de cette jeune fille qui déjà avait raté le BEPC, son papa l'expliquait, elle était déjà sous pression. On ne peut pas avoir une idée précise de ce que ses camarades, n'est-ce pas, lui aurait souvent dit, que ce soit ceux qui l'ont laissé en troisième, ceux qui vont en première. Une chose est sûre, c'est que c'est toujours important qu'un parent ait un droit de regard, qu'il ait une idée précise, n'est-ce pas, de la vie, de qui est-ce que son enfant rencontre, de quelles difficultés est-ce qu'il rencontre à l'école. Parce que lorsqu'ils y vont, si ils le font face à des brimades, voyez-vous, ce n'est pas toujours facile de s'en rendre compte. Et comme le disait tantôt mon copanéliste, pour pouvoir y arriver, il faut construire une complicité avec son enfant. Bon, il y a des parents qui vivent sous le même toit que leurs enfants, mais ne les connaissent manifestement pas. C'est très dangereux. Ils n'offrent que des miettes de leur temps. Voilà. Ils offrent des gadgets. Ils passent la plupart du temps à travailler, à amasser de l'argent, mais passent à côté du plus important. Je pense qu'il faut accorder des morceaux copieux de son temps à son enfant, parce que c'est seulement lorsque on est à côté de lui qu'on lui donne la possibilité de l'écouter. Voilà, qu'il profite aussi de cette opportunité que nous avons de lui parler, que nous pouvons connaître quelles sont les difficultés qu'il rencontre à l'école. Il peut être sous pression, il peut arriver que ce sont des enseignants, n'est-ce pas, qui exigent bien plus qu'il ne faut. Voilà, il y a des menaces, si tu rates, tu sais, tu seras renvoyé. Autant de choses qui peuvent faire peut-être que l'enfant à l'école peut se rendre bien compte de ce que si j'ai échoué, entre autres choses, que je ne pourrais plus refaire. Il y a ma scolarité, je vais être renvoyé, comment est-ce que je vais faire, ainsi de suite. Voilà. Monsieur Jazet, vous parliez tout à l'heure des facteurs qui peuvent conduire l'enfant, c'est-à-dire l'enfant se prépare en avance au suicide. Il a l'intention suicidaire qu'il mûrit au fur et à mesure. Est-ce à dire que les parents auraient pu déceler cela à l'avant et peut-être faire quelque chose? Les parents décèlent en fonction de leur capacité à le faire. Ça, c'est en fonction de leur disponibilité à être auprès de ses enfants. Il n'est pas seulement à s'attarder sur le cas de Brenda. Il y a à regarder l'abandon que certains parents font de leurs enfants. Donc, comme j'ai évoqué les substituts parentaux, c'est généralement l'éducation des enfants est confiée à ces substituts parentaux. Il y a des parents qui n'arrivent jamais chez eux avant 22 heures, je vous assure, et qui ne sont jamais présents les samedis, les dimanches, les week-ends. C'est les tontines, c'est les différentes activités culturelles et autres là, c'est les visites auprès des autres. Donc, pour dire que le parent pouvait déceler si une communication franche, sincère et profonde avait été établie entre les parents et les enfants, de manière que chaque dimanche, autour d'un repas au moins, un enfant, de manière simple,
chaque enfant de manière simple dévoile à ses parents ce qu'il a rencontré dans la semaine de difficile et comment est-ce qu'il a pu surmonter ce qu'il n'a pas pu surmonter, aux parents de lui apporter les clés pour pouvoir surmonter cela. Automatiquement, d'autres échecs qu'elle avait rencontrés dans sa vie, que ce soit des échecs sentimentaux, parce que je vous assure, peut-être à 16, 15, 17 ans là, ils ont leurs petits copains que les parents ne connaissent pas. Il y a aussi ces déceptions sentimentales que les petits garçons et petits filles s'infligent entre eux au quotidien et qui font mal aussi au cœur. Alors, comment est-ce que les parents sont au courant de la gestion de la vie sentimentale de leurs enfants? Comment est-ce qu'ils aident leurs enfants à canaliser, à comprendre et à gérer cette vie sentimentale? Donc, pour dire, quand le parent n'est pas déjà disponible, n'est pas déjà disposé, n'est pas déjà attentionné, il sera difficile que le parent puisse anticiper sur des pareilles actions pour que d'autres suicides ne puissent pas se produire. Donc, voilà un peu ce que je dis pour dire que le parent, à l'heure où nous sommes, est interpellé. Vous avez parlé des bandes accusées, mais je dis, le parent est interpellé plutôt parce que c'est lui, entre parenthèses, l'auteur-compositeur de l'enfant, c'est lui qui a mis l'enfant au monde. Il a un projet pour l'enfant. Le projet n'est pas de voir l'enfant se suicider. Il devrait donc participer à aider l'enfant à se construire, à avoir une estime de soi, à se connaître et à se comprendre. Monsieur Jazès, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que les classes aujourd'hui ont fait plutôt ressortir les trophées que les progrès de l'enfant? C'est-à-dire l'enfant est plus attaché à la réussite de fin que ce qu'il acquiert au quotidien. Ça revient à questionner les cours de la morale, les leçons sur la morale. Sur la morale, l'enfant veut réussir à tout prix. C'est vrai, mais il faudrait qu'on leur apprenne à comprendre que loin de l'école de la vie de l'école, il faut aussi l'école de la vie. Parce que si finalement il faut aller à l'école et à un moment donné faire un faux pas et s'arracher à la vie, on se demande alors à quoi bon? À quoi bon aller? Mais il faut toujours aller. À votre question donc, je pense que l'école, chacun y va, mais c'est aux parents, à la famille, à la société et même à l'État, pourquoi pas, de concevoir les programmes qui amènent les enfants à se construire et non à obtenir les diplômes, à se construire, à se forger des citoyens dignes et responsables qui assument ce qui leur arrive, que ce soit l'échec ou la réussite. Ils assument en regardant cela en face et disent oui, c'est arrivé, j'accepte et je continue. Et non, c'est arrivé, ça me dépasse et je meurs. Non, c'est arrivé, j'accepte, je continue. Parce que tout compte fait, l'échec a une cause. La vraie cause de l'échec, c'est quoi? C'est la paresse, il faut le dire. Le papa, tout à l'heure, a tout dit, mais il ne vous a pas dit que Brenda a quand même sorti parmi les 5 premiers de la classe. Elle a même doublé. Elle a échoué le BPC pour la première fois. Bon, alors, s'il arrive même que l'enfant sorte premier, toujours, et qu'à fin, il ne réussisse pas son examen, interrogeons les causes de la réussite. Les causes de la réussite, l'enfant peut toujours être fort en classe, et au jour de l'examen, il rencontre une activité, un événement frustrant, un événement stressant qui l'amène à ne pas s'en sortir à l'école. Donc, il doit y avoir une complicité étroite entre les parents et les enfants pour que pareille action, pareil acte vraiment ignoble et inhumain ne se reproduise plus. Colombe Katal, c'est une famille fragilisée. Perdre un enfant dans ces conditions, ça laisse des séquelles. Comment faire pour éviter qu'il y ait beaucoup de conséquences sur l'entourage direct de l'enfant, y compris même ses camarades, ceux qui la connaissaient par exemple? Bon voilà, l'enfant est mort, puisqu'on n'en reparlera plus. Et maintenant, quelle aide est-ce qu'on peut apporter à la famille qui est restée? Il faut d'abord que ceux qui sont tout autour d'eux se montrent très très compatissants. C'est très important. En général, quand quelqu'un est dans une difficulté, quand bien même c'est la personne, n'est-ce pas, qui soit la cause de ce qui lui arrive, ce n'est pas bien tout le temps de le lui rappeler. Lorsqu'on nous étions des enfants, il nous arrivait qu'on nous dise de ne pas jouer. On y allait quand même. Et puis on en revenait avec des plaies. Mais on se rappelle que nos parents, dans le profond amour qu'ils avaient, prenaient le soin de caresser tout autour de la plaie pour nous rassurer, pour pouvoir soigner parce que ça faisait mal. Si on pouvait cultiver cette empathie, de sorte que qu'on ne regarde pas, que l'expression de notre visage ne laisse pas transparaître des accusations, ce sera déjà le premier pas. Deuxièmement, ces gens ont besoin d'être entourés. Voilà. Ils ont besoin d'être entourés, ils ont besoin qu'on leur rappelle
que on essaie de comprendre ce qui est en train de leur arriver, voilà, puisqu'on ne peut pas comprendre de bout en bout. On ne peut pas évaluer la profondeur de la douleur de quelqu'un qui est éprouvé. Mais qu'on le leur dise, vraiment, et que qu'on voit dans notre manière de dire et de faire de la sincérité. En résumé, c'est pas le moment, n'est-ce pas, que ce soit explicitement ou implicitement de jeter des torts, même si, en fait, les voisins voyaient en ses parents des gens qui n'étaient pas très proches de leurs enfants, qui lui accordaient une certaine liberté, ainsi de suite. Lorsque on se rend bien compte de ce que c'est l'épreuve, il faut les assister par ce qu'on dit, par ce qu'on fait. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire et d'autres, n'est-ce pas, qu'il est nécessaire de faire. Il ne faut pas se porter très rapidement vers des reproches, vers des récriminations, mais il faut surtout être compatissant, beaucoup écouter, avoir du tact, beaucoup de patience pour pouvoir leur apporter une aide adéquate. C'est ce dont ils ont besoin. Avec du temps, ils se rendront compte de ce que la personne ne reviendra plus, et puis tout naturellement, avec la capacité d'adaptation dont la nature nous a dotés, ils se relèveront immanquablement, progressivement. Monsieur, oui, allez-y, monsieur. Merci. Juste en quelques secondes, en complément à ce qu'il vient de dire, je voudrais dire que donnons-leur le temps de pleurer. Un être cher les a quittés, c'est normal, ils doivent pleurer. Ils doivent se défouler, ils doivent se vider de toutes les émotions négatives. Ils doivent se vider de tout cela. Ils doivent apprendre à consoler aussi. En se consolant, ils doivent consoler les frères et sœurs de Brenda, leurs cousines, les amis et autres, les consoler. En se consolant aussi, ils doivent aussi comprendre que comment faire pour éviter que d'autres cas n'arrivent plus. Ils doivent augmenter, je veux dire quoi, accroître leur vigilance et leur attention autour des enfants. Il en est de même pour tous les parents. Et ils doivent, pourquoi pas, s'orienter dans un centre social, les centres de services sociaux qui sont un peu partout au Cameroun, partout dans nos arrondissements, et qui ont la capacité, dont les chefs de ces structures ont la capacité d'apporter un accompagnement psychosocial, un soutien psychosocial qui amènera le parent à accepter la situation irréversible qui s'est déjà produite, et surtout à relativiser celle-là et à appréhender de manière plus positive le futur, et surtout à gérer aussi de manière plus positive l'éducation des autres enfants. Monsieur Diazet, pour sortir, il faut plus que jamais barrer la voie à ce genre de drame. Quelles sont les clés pour qu'on ne se retrouve plus là? Comment est-ce qu'on doit préparer les enfants? Oui, préparer les enfants, en fait, pour sortir, vraiment éviter. Je veux dire que le suicide, vous allez m'excuser, depuis des siècles, fait partie intégrante. En fait, pas partie intégrante, a toujours existé dans notre société. Maintenant, c'est à chacun de se promener et de mettre sur pied des mécanismes pour que cela ne puisse pas se produire dans sa famille, en accordant une écoute attentive aux enfants, en apportant des solutions adéquates. La simple petite plainte d'un enfant ne doit pas être négligée. Papa, mon camarade m'a insulté. Ah oui, ça fait quoi? Non, c'est très grave. Mon camarade m'a insulté, il faut l'écouter, lui apporter une écoute attentive. Cultiver le dialogue enfant-parent, qui doit être vraiment sincère, régulier et permanent. Et cultiver la relation parent-enseignant. C'est très important. La relation parent-enseignant. Il y a des parents qui ne vont même pas à l'association des parents des élèves, au cours de laquelle on participe à l'autopsie des problèmes de certains enfants. On met sur la table les problèmes que certains enfants posent, les écueils que certains enfants posent. Voilà pourquoi vous voyez comment c'est de plus croissant la présence des enfants qui consomment la drogue et autres enfants de la rue là. Donc la relation parent-enfant doit être de mise, la relation parent-élève et surtout parent-enseignant, j'allais dire, doit aussi être bien ficelée, très étroite, permanente et régulière pour mieux comprendre l'enfant et mieux le gérer. Parce que tout compte fait, l'enfant, quoi qu'il fasse, reste un enfant. C'est-à-dire, si des adultes se mettent ensemble pour pouvoir comprendre un enfant, ils aideront mieux à gérer ses problèmes. Monsieur Diazet, je vais revenir. Comment est-ce que les parents, on doit le probatoire qui va sortir, le bac également, comment éviter aux enfants de vivre l'échec scolaire comme un drame irréversible? Oui, déjà commencer à communiquer avec eux, anticiper avec les enfants et leur dire, ben, s'il arrive que tu échoues, tu penses que ça va devenir comment? Qu'est-ce que tu feras si tu échoues? Comprendre l'enfant dans la profondeur de ses pensées. Et s'il arrive que tu réussis, qu'est-ce que tu vas faire? Et ne pas faire des promesses avant les résultats. Et ne même pas faire des promesses, mais plutôt faire des surprises.
L'enfant te surprend avec sa réussite. Surprenez-le avec un cadeau, un téléphone, un ci ou ça. Et avant d'offrir un cadeau à l'enfant, expliquez-lui le pourquoi, pas seulement parce qu'il a réussi, mais parce que ce cadeau doit l'aider aussi à davantage réussir, à apporter une autre réussite plus importante demain. Donc, préparez l'enfant, préparez les enfants dès maintenant à comprendre que lorsqu'on compose, lorsqu'on présente un examen, il y a deux possibilités. De même que la médaille a son revers, on peut réussir comme on peut échouer. Qu'on échoue ou qu'on réussisse, la vie continue avec lui. La vie continue avec lui qui est un élément important, essentiel de la vie. C'est un peu de cette façon que je pense que certains parents doivent préparer l'enfant aujourd'hui à accepter les résultats négatifs ou positifs de son examen parce qu'il y a possibilité de reprendre l'année prochaine. Comme disent certains des enfants, l'année prochaine ne sera pas férié. Donc il y a ça aussi. Et surtout les enfants aussi doivent comprendre que vraiment tourner le dos aux négativités, aux actions négatives de la télévision et des réseaux sociaux et des mauvaises compagnies, la mauvaise compagnie. Parce que le parent peut avoir tout fait, mais la mauvaise compagnie est là pour désorienter l'enfant. Or, comme le parent ne passe que le 1 millième de son temps avec l'enfant, la mauvaise compagnie passe le 1000 millième et désorganise ce que le parent a organisé. Colin de Catal, pour sortir, à votre avis, comment est-ce qu'on doit préparer les enfants à vivre l'échec scolaire? D'abord, leur inculquer une approche très équilibrée de ce que c'est que la réussite. Voilà, leur faire savoir que l'école n'est pas une fin en soi, l'école c'est un moyen. Et puis il me semble qu'il y a plusieurs intelligences en réalité. Voilà, il y a des intelligences construites autour des mathématiques, d'autres c'est des gens qui excellent en français, et ainsi de suite. Ce n'est pas parce que à l'examen du BEPC, puisque c'est ça qui est question aujourd'hui, l'enfant n'a pas réussi, qu'il est voué à l'échec. Et c'est pas pour autant qu'il devrait se définir comme étant un garçon inutile. Bon, les parents devraient aussi se rendre bien compte de ce que il y a des comparaisons qui ne sont pas constructives. Il faut s'efforcer de voir, c'est-à-dire que de souligner, de doutrer des valeurs négatives, bien des atouts de nos enfants, plutôt que de mettre en exergue leurs lacunes. Parce que quand c'est le papa qui dit le premier à l'enfant, tu vas échouer, je ne compte pas sur toi, bien tu en vaux rien, ça le diminue. Il faut le valoriser. Il faut lui faire comprendre que l'école, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Et qu'alors, s'il arrive qu'il rate, qu'il se suicide pas, ce n'est pas qu'il faut l'encourager à ne rien faire. Mais il faut lui faire comprendre que ça peut arriver. Il peut arriver que malgré tous tes efforts, n'est-ce pas, ça ne se passe pas comme tu veux. Voilà. Et éviter de le comparer avec d'autres personnes. Lui inculquer, lui faire savoir quelle est sa valeur, mais éviter de le conduire vers des voies de l'orgueil, éviter de lui faire savoir que la vie c'est ceci et cela et non ceci ou cela. Nous allons marquer un arrêt dans cette émission pour prendre notre rubrique mots d'enfant et cette semaine nous faisons un gros plan sur la rate. La rate, c'est le cas dans la capitale abdominale. Comme tu aurais dit le rein, comme tu aurais pu dire le foie, comme tu aurais pu dire les intestins. Ok? Et chaque organe a sa fonction. Déjà, la rate, c'est un organe pour purifier, c'est-à-dire ça lève tous les déchets dans le corps. Ok? Ça aide à enlever tous les déchets dans le corps. Donc, dis la rate, tu n'es pas en train de dire une maladie, tu es en train d'appeler seulement un organe dans le corps. Par contre, quand une maman, quand un malade se plaint, on a fait à la rate très souvent, il fait allusion au fait que cet organe a pris du volume et parvient à nous toucher déjà, ok. Et très souvent, quand l'enfant est plus malade, ses reins régressent, prend sa taille normale, par conséquence, elle ne la touche plus. Elle finit par dire que c'était ses rats qui étaient la maladie. Donc la rate, du point de vue médical, n'est pas une maladie, sauf dans certaines conditions, effectivement. Elle peut être source d'une maladie, dans les cancers, dans les lymphomes par exemple. Quelques maladies peuvent faire ce qu'une rate ne fonctionne plus bien. Par exemple, la drépanocytose, où ces rats trop travailler et finir par perdre sa fonction, c'est-à-dire sa atrophie, il se fibrose, il ne peut plus travailler, sinon ils deviennent
une cicatrice. Il n'arrive plus à faire sa fonction qui était celui d'enlever tout ce qui est malade dans le corps. Par conséquent, si Isaac n'arrive pas à lever les ordures en route, tu finiras par trouver encore des tas d'ordures partout, n'est-ce pas? Donc cet enfant sera encore plus malade parce qu'il n'arrive plus à se défendre. S'il avait un paludisme qui devait être sournois et puis après un ça passe, il va faire un paludisme grave. Vous me comprenez? S'il a une infection qui devait même passer sans avoir besoin de consulter, ça fait une maladie grave. À force d'enlever les parasites, il prend le volume. Au contraire, celui qui signe que, celui qui est même symptôme ou signe que l'enfant a un problème en amont, qui est le paludisme, lui-même n'est pas malade. Donc lui ne peut pas avoir ce symptôme. Comme tout enfant, c'est sûr que les parents ne comprennent pas ce que c'est, mais je dirais tout simplement qu'il faut consulter un médecin. Elle ne peut pas faire grand-chose à la maison. C'était les explications du pédiatre Ngou Ernest sur le dysfonctionnement de la rate. Il a été rencontré par Cynthia Ngwemo. Place à présent au cri de cœur. Cette semaine, c'est un parent bouleversé qui nous a écrit. Je vais tout de suite à vous lire sa correspondance. Bonsoir Adi, bonsoir aux invités sur le plateau. Je suis Madame Rachel, mère de 3 enfants, 2 filles et 1 garçon âgés respectivement de 9 ans, 7 ans et 6 mois. Je suis dépassée par l'attitude des aînés Liliane et Séraphin qui se chamaillent pour tout à longueur de journée. Leur père ne vit pas avec nous depuis 2 ans. Il a été affecté dans une autre ville pour des besoins professionnels. Mes 2 enfants se disputent pour les jouets, la télévision, la place du milieu dans la voiture. Le premier à être servi, ils en viennent même souvent aux mains et se battent sans compter les horreurs qu'ils se disent dans ces moments. J'ai beau parler, punir et même parfois avec des fessées, rien, ils recommencent la minute d'après. Je ne supporte plus de voir autant de rivalité entre mes enfants. Leur père, quand il est de passage, m'accuse d'être à l'origine de tout ça. Pourtant, en tant que mère, je fais tout pour être équitable avec eux. J'ai peur que cela ait des répercussions sur leur petite sœur. Je ne veux pas voir mes enfants grandir ainsi. Je suis désespérée. Aidez-moi. Voilà, c'est le cri de cœur de Madame Rachel. Monsieur Diazet, je me retourne vers vous. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de tant de conflits entre les enfants? Il y a premièrement ce qu'on appelle le syndrome de rivalité fraternelle. Le syndrome de rivalité fraternelle peut se produire lorsqu'on a affaire à un enfant qui est soit l'aîné, soit le garçon unique, soit la fille unique, et qui se trouve à un moment donné parfois soit trop choyé, trop dorloté par rapport à l'autre qui se sent frustré, soit aussi à un moment donné, les enfants sentent que le parent, un enfant peut se sentir n'être pas trop aimé, n'être pas trop choyé par rapport à l'autre, et puis, comme je l'ai dit, ça cause des frustrations et des stress. Alors, pour la situation actuelle, il y a 2 filles, il y a un garçon. Je suppose que le garçon doit être le deuxième né, si vous fouillez bien. Sans doute le deuxième né. S'il est le deuxième né, il aura la tendance à ne pas donner le respect accordé à l'aîné qui est sa sœur. Et c'est ce qui arrive généralement dans toutes nos familles. Au point où certains garçons en viennent même à battre sur leur sœur qui est leur aîné. Alors, il faut inculquer aux enfants le respect du droit de naissance. Parce que ce garçon serait au milieu des 2 filles. Et comme la société est entre parenthèses patriarcale, donc parfois hautement masculine même, il faut le dire. Et cela se ressent déjà derrière le bas âge. Oui, ça se ressent parce qu'il sait qu'il est le garçon, il sait qu'il est le représentant du père. Il sait qu'il est le masculin dans la maison, il est l'homme fort, il est l'homme lion. Ça se ressent dans les enfants. Les enfants expriment cela, même à partir de 3 ans. Quand vous lirez Freud, dans le développement, les différents stades de développement de l'enfant, vous comprendrez pertinemment cette explication. Alors,
qu'est-ce qu'il faut donc faire à ce niveau? Il faut déjà communiquer avec eux, éviter de les violenter, éviter de les punir de manière physique, de manière corporelle, communiquer avec eux, amener l'enfant, qui, je pense bien que c'est le garçon qui serait le second, à comprendre que c'est ta sœur aînée et tu lui dois respect. Amener la sœur aînée également à le respecter. On a même vu des petits garçons qui parfois s'asseyent et croisent le pied et disent ben, les travaux ménagers c'est la fille qui doit le faire. Et pourtant tous sont encore des enfants et sont astreints à ce genre de travaux. Donc, comment est-ce que la dame gère son ménage? Les petits travaux ménagers, les petits, comment est-ce qu'elle gère? Il faut qu'elle amène le garçon à accorder du respect. Le droit d'aînesse l'oblige à accorder du respect à sa sœur aînée. Bon, maintenant, si la crise est perdue, ben, le papa n'a qu'à se déplacer avec une personne, par exemple, pour rester de l'autre côté, ou bien à demander un regroupement familial pour que tout le monde aille de l'autre côté, rester avec le père. Automatiquement, avec son autorité parentale, il pourra gérer cela avec beaucoup plus de tact. Colin Mekatal, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un manque de discipline? Effectivement, en fait, dans une certaine mesure, voyez-vous, le papa vit, mais les enfants grandissent dans un contexte monoparental. Et on sait quel est l'apport, n'est-ce pas, d'un parent, du père pour ce qui est de l'autorité. Les enfants ont beaucoup plus peur, se soumettent plus facilement, n'est-ce pas, à l'autorité du père qu'à celle de la maman. Il y a des détails qui nous échappent, n'est-ce pas, dans la plainte de cette maman. On ne sait pas comment est-ce qu'elle utilise son temps, combien de temps est-ce qu'elle passe avec ses enfants. Bon, maintenant, la rivalité pourrait aussi s'expliquer. La fille, elle est née. Elle a passé 2 années, n'est-ce pas, avant l'arrivée de son frère, à être la seule fille. Sans doute a-t-elle bénéficié de toute l'attention, d'une certaine attention qu'à un moment donné, peut-être elle ne voudrait pas partager avec le second. Le second arrive lui aussi, étant donné qu'il est le deuxième et je crois le garçon, voilà, il bénéficie d'une certaine attention aussi. Je pense que, là c'est mon humble avis à moi, la maman, les parents devraient d'abord, premièrement, voir comment est-ce qu'ils peuvent vraiment se retrouver. La question avait déjà été abordée depuis au début de cette émission. Il ne sert à rien de se séparer de sa famille parce qu'on cherche de l'argent. C'est vrai qu'il y a de la conjoncture, mais on peut faire des réadaptations pour que nous soyons là, le père et la mère soient là quand à inculquer des normes, des valeurs élevées de moralité à leurs enfants. Peut-être ta maman est débordée, peut-être qu'elle est occupée à faire bien d'autres choses au point où les enfants, elle n'arrive plus à les maîtriser. Ça, c'est un point. Deuxièmement, maintenant qu'elle est là, il faut qu'elle essaye d'écouter, même s'ils sont de petits enfants, ils peuvent écouter. Il faut de la fermeté. Ce n'est pas qu'il faut diviser. Non. Mais tout en les rassemblant, il faut faire un effort de montrer, d'apprendre aux enfants que, écoutez, chaque personne a une certaine liberté qui doit s'arrêter là où celle de l'autre commence. Même s'ils sont petits, il y a des méthodes qu'il faut utiliser pour pouvoir les amener déjà tout petits à cet âge à comprendre que ça ne sert à rien, qu'ils ne se considèrent pas comme des rivaux, ils sont des frères et sœurs. Mais alors, chaque personne a des droits, n'est-ce pas? Des droits, et chaque personne a des devoirs. Le premier devoir des uns et des autres étant de s'aimer, de s'entraider. Et il faut donc aussi initier des activités, pas seulement des activités essentiellement sérieuses, des activités ludiques dans lesquelles on les implique. Parce que bien de fois aussi, je pense que des rivalités s'effritent lorsqu'on est dans un contexte de joie. Si c'est peut-être un jeu qui les rassemble les deux, où la maman est l'arbitre et ainsi de suite, cette complicité peut être construite petit à petit au point où des barrières, des remparts, n'est-ce pas, qui les divisent, qui consistent en quelque sorte, cette bagarre soit définitivement démolie. Monsieur Jazet, est-ce que cette rivalité pourra avoir des répercussions sur leur vie future? Énorme. Si le taureau n'est pas pris par les cons, c'est-à-dire que si dès à présent on n'anticipe pas, on ne met pas en pratique les conseils et les leçons que nous fait les orientations que nous sommes en train de proposer ici, comme mon copain disait, c'est au cours justement de ces partages, de ces moments de jeu, de ces moments ludiques que la maman, en tant qu'habite et même participante aussi à ces jeux, permettra à tout un chacun de donner la place de l'autre et de se respecter. C'est au cours de ces moments qu'elle va arbitrer de manière impartiale, sans sentiment pris, sans amour plus prononcé vers l'un ou vers l'une que vers l'autre.
et permettre à chacun de se connaître, de connaître sa place, de se respecter, de s'aimer. Les enfants ont besoin de s'aimer. Si cela n'est pas fait dès aujourd'hui, comme je vous le disais, à la longue, ils peuvent même se séparer, ils peuvent se battre, ils peuvent même aller jusqu'à priver la vie à l'autre. Ça peut bien arriver. Il suffit que lors d'une des bagarres, quelqu'un prenne un pilon, un couvercle mamie et puis frappe sur la tête de sa sœur. C'est fini. Si les frères et sœurs doivent se voir comme des ennemis, comme des rivaux, comme des adversaires, mais la famille n'a plus sa valeur. Elle n'a plus sa valeur unitaire, elle n'a plus sa valeur solidaire, elle n'a plus sa valeur du socle de la société. Donc, il est très temps, il est temps plus que jamais de prendre cela au sérieux et de pouvoir mettre fin à cette rivalité fraternelle en dialoguant avec les enfants, en les amenant à jouer de temps à autre, à les amener à cultiver le pardon et la tolérance fraternelle. Pardonner son frère ou sa soeur, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de condition. Tolérer, pardonner, excuser, à être poli entre eux, s'il te plaît, excuse-moi, je ne l'ai pas fait sciemment. Et s'appuyer même sur les leçons de politesse qui leur sont enseignées à l'école pour dire, est-ce que tu pratiques ce qui t'est enseigné à l'école? Et l'enfant verra que si il est en train d'être un désordonné à la maison, automatiquement, il le sera aussi dans ses leçons, parce que les vraies leçons de l'école doivent aussi être mises en pratique dans notre vie au quotidien. Colin Bekata, dans le règlement de ce conflit, comment est-ce que le parent doit procéder pour éviter de se retrouver pour ne pas prendre parti entre les deux? Et il faut déjà fondamentalement qu'elle ne soit pas partiale, parce que c'est un peu surprenant, mais il arrive souvent qu'une maman qui ait fait des enfants ait des préférences internes, n'est-ce pas? Et ça se ressent, hein? L'enfant qui est moins aimé s'en rend rapidement compte. Donc il faut déjà qu'elle se défasse complètement de cette tendance à aimer un plus qu'un autre. Et il y a des choses, peut-être il y a un enfant qui est apparemment beaucoup plus vulnérable, qui aura subi, peut-être qui vit avec une maladie congénitale. Il y a des détails comme ça qui nous échappent. Donc, on a cette tendance à la pitié qui fait que nous l'aimons, ce qui est tout à fait naturel, mais souvent au dépend de l'autre. Donc, il faut d'abord se montrer impartial. C'est très important. Et puis maintenant, établir des règles. Établir des règles, ça veut dire que dis la vérité avec tact, mais franchise et fermeté fait comprendre à celui qui est dans le tort que mais non, tu n'as pas le droit de faire ceci à ton frère. Il faut une fermeté. Il faut même utiliser des punitions. Elle a dit qu'elle bat. Bon, il faut changer de méthode. Lorsque le bâton n'a pas marché, il faut utiliser peut-être l'approche des restrictions. Voilà, tu ne sors pas aujourd'hui, tu ne regardes pas la télé aujourd'hui. Bon, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est le priver de son repas. Non, c'est pas sérieux. Mais tu ne vas pas jouer à leur âge, bien entendu. Être ferme. Si on a promis de punir, qu'on punisse et que celui-là voit comment est-ce qu'on n'a pas été, comment je veux dire, on a été intransigeant, on a tenu la promesse de, quand lui il va voir comment, parce que son frère a fait quelque chose et qu'on est promis de punir, et qu'on est puni, il peut tirer des leçons et progressivement, ça veut dire qu'il faut savoir enfiler, comme on dit souvent, un gant de velours dans une main de fer, voyez-vous. Jouer avec des enfants, les inviter à jouer avec nous. Parce que s'ils sont deux à jouer avec leur maman, forcément, ils se retrouveront deux à jouer entre eux. Mais maintenant, quand il y a un problème, avertir, attirer l'attention sur ce qui n'est pas bien, avertir, promettre de punir. Et maintenant, quand il y a nécessité de punir, ça veut dire qu'on... Mais alors, éviter de punir dans la colère en même temps. Donc, expliquer pourquoi est-ce qu'on punit et appliquer la punition. Je pense que ces ingrédients, voyez-vous, cette recette peut, avec la contribution de Dieu, c'est très important, on n'en parle pas beaucoup, parce que si Dieu n'a pas construit, c'est en vain, vraiment que les bâtisseurs ont travaillé, parce qu'il faut aussi rechercher sa direction, voyez-vous, pourquoi pas, dans les Saintes Écritures, la Bible, ceux pour qui c'est le livre de chevet, c'est un détail qu'il ne faut pas négliger, de temps en temps leur inculquer ces valeurs spirituelles aussi, de sorte qu'ils apprennent à ne pas faire ce qui est mal parce qu'ils ne nous voient pas. Avec ou sans nous, qu'ils sachent que c'est mal parce qu'il y a un être suprême qui nous voit. Et ça peut aider. Monsieur Diazet, comment transformer cette rivalité en entente? Oui, il a transformé ces rivalités en entente, c'est de chercher à les effacer, à les éliminer. Lorsqu'elles disparaîtront, les rivalités disparaîtront automatiquement. L'amour du prochain, l'amour fraternel va régner. L'amour fraternel que les parents
doivent inculquer, doivent cultiver en les enfants, doit régner. Et cet amour ne peut régner que s'il y a déjà respect mutuel. Et le respect mutuel en famille est non négociable. On va entrer dans le véhicule, l'autre dit, je vais m'asseoir à côté de maman, je vais m'asseoir à côté de maman. Maman dit, ok, parce que tu as cassé le verre tout à l'heure, tu ne t'assois pas à côté de moi. Parce que tu as été le premier à discuter de t'asseoir à côté de moi. La cabine, tu ne t'assois pas à côté de moi. C'est à moi de choisir qui va s'asseoir à côté de moi. Ou tout au moins, vous deux, allez vous asseoir derrière. Je conduis le véhicule ou je m'assois à la cabine tout seul. Il y a cela. Donc la maman doit beaucoup gérer des choses avec impartialité. Il ne faudrait pas que l'un ou l'autre se sente plus aimé, plus choyé, plus protégé que l'autre. Maintenant, quant à son mari, si vous permettez de chuter à ce niveau, qui en veut à cette femme d'avoir mal éduqué les enfants, il est où? Lorsqu'il en veut à celle qui a au moins fait le peu qu'elle a pu faire. Donc beaucoup de parents aujourd'hui, surtout les papas qui travaillent en mer, qui font des mois et reviennent, ou ceux qui sont affectés ailleurs, reviennent aujourd'hui et voient le comportement des enfants et mettent la maman sur la table, sur le banc des accusés. Non, non, il n'y a rien qui est plus important que l'éducation de vos enfants. C'est vrai, vous partez chercher le pain quotidien, mais vous pouvez toujours réaliser une affectation à ce que vous soyez sur place pour élever vos enfants. Et quand il arrive qu'il est impossible de le faire, vous pouvez appeler ses enfants au téléphone de temps en temps. Il faut confier avec eux, causer avec eux pour mieux les équilibrer. Donc, la rivalité fraternelle n'a jamais de conséquences positives. Si oui, une rivalité scolaire, pourquoi pas? Orienter cette rivalité dans un sens positif, dit bon, puisque vous voulez montrer vous êtes fort, maintenant sur le plan scolaire. Qui sort premier? Qui va sortir deuxième? Et cette rivalité, vous l'aurez orientée positivement. Qui est premier à finir son travail? Parce que la maman doit aussi repartir les travaux à la maison. À leur âge là, ils n'ont pas le droit de savoir tel travail est fait pour la fille, tel travail est fait pour le garçon. Non. Ils doivent faire tous les travaux à la maison, dresser les lits, faire le ménage et autres, et tout. Elle doit canaliser ces rivalités, ces expressions de challenge, d'adversité vers le sens positif et à obtenir des résultats plus positifs. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition. Monsieur Diazette, merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup et bonne suite, bonne continuation. On espère vous recevoir très bientôt également. Avec plaisir. Colombe Katal, merci pour votre précieuse contribution. Merci Adi. Vous à la maison, vous pouvez également nous écrire pour nous faire part des difficultés que vous rencontrez avec vos enfants. Et nous espérons ici sur le plateau se feront le plaisir de décrypter afin de vous aider à mieux gérer. Mesdames, Messieurs, au nom de toute la grande équipe qui s'est mobilisée, on avait Georgette Jimdo à la réalisation, elle était assistée par McDonald Tombo. Sandra Baudé, elle était à la console audio, assistée par Nicolas Olomo Tcha. À la caméra, on avait Dalé Biaz. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. N'oubliez surtout pas qu'une bonne éducation vaut mieux qu'un bon héritage.